rassemblés et ce n'est pas le tiercé qui était attendu à l'issue du premier tour. C'est d'abord la gauche, le nouveau Front populaire qui arrive en tête avec 172 à 192 sièges. Vient ensuite Ensemble, la coalition présidentielle avec 150 à 170 sièges. Puis enfin, le RN et ses alliés, avec notamment les amis d'Éric Ciotti, 132 à 152 sièges. C'est une énorme surprise. LR et les divers droites se maintiennent bien, 57 à 67 sièges. Puis les divers gauches, entre 13 et 16 sièges. Et l'UDI et les divers centres, 6 à 8 sièges. Les premières réactions, vous le voyez dans les QG de campagne auprès des militants. Nous serons en direct également du Palais de l'Élysée, de l'Hôtel Matignon avec nos envoyés spéciaux. Avant de retrouver nos envoyés spéciaux. Alors, c'est sans doute un choc dans plusieurs camps, dans les trois camps, parce que le scénario qui est présenté à titre d'estimation, mais généralement, les firmes françaises ne se trompent pas. Là, ils ont un mécanisme assez bien rodé pour ça. Le scénario du nouveau Front populaire en tête, l'ensemble du président Macron en deuxième et le Rassemblement national en troisième, alors qu'on a joué sur la peur, on a dit qu'il fallait bloquer le RN. Christophe Barbier, êtes-vous surpris? Êtes-vous sous le choc? Oui, je vais devoir vous laisser pour aller sur un autre plateau, mais oui, en effet, c'est une surprise puisque le Front républicain a marché, mais on ne pensait pas qu'il marcherait à ce point-là. Le Rassemblement national est bien en dessous des derniers sondages, bien en dessous des dernières estimations. Alors la gauche arrive en tête, mais la gauche est très divisée. Est-ce qu'elle sera capable de faire bloc pour présenter un Premier ministre? Et quel Premier ministre? Jean-Luc Mélenchon va vouloir être candidat et ça ne va pas passer. On est dans une situation de trois blocs assez difficile à séparer. Je ne sais pas s'il y aura une solution. Alors, à tout à l'heure, Christophe, on vous laisse filer sur les autres plateaux. Vous êtes présentement Tamara, vous êtes là, vous avez parlé tout à l'heure, Place de la République, le lieu de prédilection. Aucun sondage n'a prévu le scénario que nous venons de présenter avec le nouveau Front populaire en avance, avec une fourchette de sièges entre 172 et 192. Bien sûr, c'est loin des 250 sièges que le camp présidentiel avait au moment de la dissolution, mais quand même, je pense que ça crie beaucoup derrière vous. C'était inespéré. Les gens se promènent avec la main sur la bouche parce que c'est pas du tout ce que les sondages avaient prévu, mais c'est certainement ce que les gens derrière moi avaient espéré. Vous avez les chiffres devant vous. La gauche qui prend les devants, non seulement sur le Rassemblement national, mais ensemble aussi les partis du centre qui devancent. C'est un revirement complet. Ça nous dit deux choses. D'abord, bien sûr, que l'espèce de stratégie de barrage a fonctionné. Ça serait intéressant de voir le détail. Et qu'on s'en va vers un gouvernement, appelez-le comme vous voulez, gouvernement technique, gouvernement majorité plurielle. Bon, il va y avoir beaucoup de négociations et qui va gouverner le pays. Mais pour le moment, là où on est, place de la République, je laisse Sergio vous montrer un peu les scènes de joie. Les gens étaient ici résignés à accepter un gouvernement du Rassemblement national, mais la question était de savoir s'il allait être majoritaire ou relatif. Et là, surprise générale, la preuve que les sondages se trompent. C'est le camp gagnant derrière moi, c'est la gauche qui s'est unie. Il faut rappeler aussi à quel point c'était inespéré quand Emmanuel Macron a dissous la Chambre de voir les partis de gauche parfois contre leurs principes, accepter de s'allier avec des gens de la gauche plus extrême, plus radicale, pour un résultat, il faut le répéter, absolument inattendu. La gauche, les prédictions 172 à 190 sièges, c'est un revirement total par rapport au premier tour. Et Raphaël, chez vous, quelle est la réaction? Écoutez, moi, je suis de retour au bureau de Radio-Canada pour constater, analyser ces résultats. Évidemment, j'étais un bureau de vote où les urnes se sont fermées à 20 heures, mais c'est un résultat qui, certainement, va surprendre beaucoup de gens qu'on a pu rencontrer. Et de toute famille politique, de toute allégeance politique, Tamara parlait tout à l'heure des gens de gauche, évidemment, dont les sondages indiquaient que la famille politique serait plus probablement en deuxième position. Il faudra surveiller la réaction du côté du Rassemblement national aussi, où, au terme de ce premier tour, on avait l'espoir de pouvoir, pour la première fois, former le gouvernement sous la Ve République, un gouvernement du Rassemblement national. Et finalement, il y a eu ces jeux d'alliance qui ont fait en sorte que plutôt que des courses à trois, il y a eu des courses à deux.
France, à présent les Sénégalais. Là-bas aussi, le pouvoir a récemment changé de main avec l'arrivée de Bassirou Diomaye Faye. Bonjour Sarah Sako, on vous retrouve en direct de Dakar. Quelle tonalité relevez-vous ce matin dans la presse sénégalaise ? Bonjour Julien. Alors ici, pas de gros titres ou très peu sur ces législatives françaises. Pas de débat enflammé non plus sur les réseaux sociaux. Le moins que l'on puisse dire, c'est que les législatives ont été suivies de très loin ici au Sénégal et qu'elles ont peu passionné. Pas de réaction officielle pour l'instant, mais ce que je peux vous dire à ce sujet, c'est que la nouvelle de la victoire relative de la gauche a certainement été bien accueillie en haut lieu, puisque on le sait, l'un des partis de cette coalition, la France Insoumise, a des liens assez privilégiés avec le PASTEF qui est aujourd'hui au pouvoir. Jean-Luc Mélenchon a toujours soutenu dès la première heure le parti dans son bras de fer avec l'ancien régime. Et il avait même fait le déplacement à Dakar en mai dernier. On l'avait vu apparaître aux côtés d'Ousmane Sonko, le Premier ministre et chef du PASTEF. Donc a priori, plutôt bien accueilli cette victoire relative de la gauche. Alors il y a quand même des gens qui ont suivi un petit peu ces législatives depuis le Sénégal. Il y a d'abord 20 000 Français installés, des Français, des binationaux notamment, qui nourrissaient des inquiétudes quant à une montée en force du Rassemblement national et qui craignaient un regain de xénophobie. Et puis il y a ces Sénégalais qui ont un lien étroit avec la France. Certains ont de la famille en France, d'autres veulent partir étudier en France, d'autres travaillent entre la France et le Sénégal. Et du côté de ces gens-là également, c'est un ouf de soulagement, un satisfecit ce lundi après ces résultats, puisqu'ils craignaient également une montée en force du Rassemblement national et la xénophobie qui aurait pu suivre. Merci beaucoup Sarah Sako pour ce compte-rendu depuis Dakar. Sidi Kaba est avec nous, journaliste et écrivain, président du Centre international d'études et de réflexion sur le Sahel. C'est vrai que l'exemple sénégalais est très intéressant. Sarah nous rappelait la visite de Jean-Luc Mélenchon récemment invité par Bassirou Diomaye Faye, par Ousmane Sonko surtout, qui est aujourd'hui Premier ministre du Sénégal. Qu'est-ce qui les rapproche finalement ? Je crois qu'il y a un socle commun de l'idéologie. Tous sont des partis de gauche et la posture panafricaniste du PASTEF est souvent bien accueilli. Le combat pour des relations équilibrées, plus équilibrées entre la France et l'Afrique. La question aussi de l'évolution du franc CFA, la question de l'évolution du rapport entre la France et ses anciennes colonies, qui sont défendues par la France insoumise et qui sont partagées par le PASTEF, font qu'il y a une proximité entre le PASTEF et la France insoumise. Et Jean-Luc Mélenchon lui-même, pendant la période où le pouvoir à Paris soutenait un peu Macky Sall, y compris dans sa volonté de rester au pouvoir, Jean-Luc Mélenchon était du côté de l'opposition sénégalaise. Et pendant la période de la répression, puisqu'il le faut oublier, Jean-Luc Mélenchon avait pris clairement position contre l'exercice du pouvoir par le président Macky Sall qu'il trouvait répressif. Et à l'inverse, Macky Sall, je crois, avait reçu Marine Le Pen. Ça avait fait grand bruit. Ça révèle quoi, ça ? Exactement. Macky Sall avait non seulement reçu Marine Le Pen, mais à l'époque, il y avait une controverse. Est-ce que le président sénégalais avait donné ou non des fonds pour soutenir le Rassemblement national? Une polémique s'était installée au Sénégal. Le pouvoir n'avait pas démenti, mais beaucoup d'adversaires du pouvoir disaient que Macky Sall a fait un geste financier à l'endroit du Rassemblement. Et parce que, je pense que Macky Sall, non seulement pas qu'il ait une proximité idéologique avec le Rassemblement, mais cherchait à avoir une assise plus large. On ne dise pas que simplement il est soutenu par Macron, qu'on comprenne que dans la classe politique, y compris à l'extrême droite, qu'il avait de soutien, parce que lui était quand même dans un projet de rester au pouvoir. Vous parliez de cette réforme du franc CFA qui est très attendue en Afrique, par les Sénégalais aussi. C'est ce qu'avait porté Bassirou Diomaye Faye lors de la présidentielle. Est-ce que ça pourrait être un marqueur du changement peut-être aussi avec cette nouvelle donne en France, puisqu'il y a une majorité qui se dessine pour l'instant. Je crois que ça va être le marqueur. Si jamais on fait l'hypothèse, si jamais la gauche devait arriver au pouvoir, ici en France, si elle devait former le gouvernement, il y aurait des domaines partagés entre le président de la République et le gouvernement. Et en ce moment, on a pu le voir lors de la cohabitation de 1997 à 2022, avec Léonard Jospin et Chirac, il y avait une intonation, il y avait un changement. Et dans le cas d'espèce aussi, à mon avis, il y aurait quelques dossiers importants, à savoir, par exemple, l'aide publique au développement, que le régime actuel français a commencé à diminuer. Oui.